plongez dans cette épopée envoûtante, tissée de mystères et de traditions africaines. Abonnez-vous pour ne pas manquer aucune de nos histoires captivantes, qui célèbrent la culture et la résilience. Dans les entrailles vibrantes de Douala, la capitale économique du Cameroun, où les klaxons stridents des taxis jaunes se mêlaient aux cris des vendeurs ambulants et aux parfums d'épices flottants depuis le marché Sandaga, une légende urbaine prenait vie. Les ruelles poussiéreuses, bordées de maisons en parpaings colorés et de manguiers aux branches lourdes, portaient les murmures d'un homme insaisissable, Kwame Ndongo, le prisonnier qui défiait les chaînes des prisons camerounaises avec une astuce que nul ne comprenait. On disait de lui qu'il dansait avec les esprits, qu'il parlait aux ombres, et que les murs des geôles les plus austères s'effaçaient devant lui comme du sable emporté par une pluie tropicale. Son nom était devenu un souffle d'espoir pour les opprimés, un mystère pour les autorités, et une énigme pour ceux qui cherchaient à percer le secret de ses évasions. Kwame n'était pas un criminel ordinaire. Né dans un village reculé du pays Bamileke, niché entre les collines verdoyantes où les brouillards matinaux s'accrochaient aux cimes des arbres, il avait grandi sous l'aile protectrice de sa mère, Mama Yeye, une guérisseuse respectée. Les anciens du village disaient que Mama Yeye pouvait voir au-delà du voile du monde visible, là où les esprits des ancêtres murmuraient leur vérité. Elle enseignait à Kwame, dès son plus jeune âge, à écouter les signes, le chant du vent dans les feuilles de bananier, les motifs dans les coquilles de noix de cola, les rêves qui portaient les messages des défunts. Nos traditions sont notre force, mon fils, disait-elle, ses yeux brillants comme des étoiles dans la pénombre de leur case. Elle nous relie à ceux qui sont partis, à la terre, à nous-mêmes. Mais Kwame, avec son esprit vif et son cœur brûlant d'une soif de justice, n'était pas homme à rester dans l'ombre des traditions. À l'âge de 25 ans, il s'était dressé contre un homme puissant, Monsieur Tchamba, un homme d'affaires corrompu dont les griffes s'étendaient sur les terres sacrées du village de Kwame. Tchamba, avec ses costumes impeccables et son sourire de crocodile, avait convaincu les autorités locales de lui céder des parcelles pour y construire une usine de transformation d'huile de palme. Ces terres, où les ancêtres étaient honorés lors des cérémonies annuelles, étaient le cœur spirituel du village. Kwame, indigné, avait organisé une résistance pacifique, rassemblant les jeunes du village pour bloquer l'accès aux bulldozers. Les pancartes qu'il brandissait portaient des messages simples, la terre est à nos ancêtres. Respectez nos racines. Tchamba, furieux de cette opposition, avait usé de son influence. Une nuit, des hommes armés avaient fait irruption dans le village, accusant Kwame d'avoir volé des fonds destinés à la communauté. Les preuves étaient fabriquées, les témoins achetés, mais la justice, corrompue par l'argent de Tchamba, ne chercha pas à creuser. Kwame fut arrêté et jeté dans la prison de New Bell à Douala, un lieu sinistre où les murs suintaient d'humidité, où les cris des prisonniers résonnaient comme des échos d'un autre monde, et où les gardiens, souvent aussi désespérés que leurs détenus, semblaient avoir abandonné toute humanité. La première évasion New Bell était une forteresse, un labyrinthe de béton et de fer où la lumière du jour perçait à peine à travers les barreaux rouillés. Les prisonniers y vivaient entassés, leurs rêves étouffés par l'odeur de moisi et la peur constante des brutalités. Pourtant, Kwame, dès ses premières nuits, trouva refuge dans les enseignements de sa mère. Assis en tailleur dans l'obscurité de sa cellule, il fermait les yeux et murmurait les prières que Mama Yeye lui avait apprises. Ces prières n'étaient pas de simples mots, elles étaient une clé, un pont vers le MBO, le monde invisible où les esprits des ancêtres veillaient sur les vivants. Mama Yeye lui avait parlé d'un rituel rare, le Nge Ndegu, une pratique mystique qui permettait à ceux qui étaient purs de cœur de transcender les limites physiques. Ce n'est pas de la magie, mon fils, lui avait-elle dit. C'est une harmonie, une danse avec les forces qui nous entourent. Mais prends garde, le MBO donne, mais il prend aussi. 3 mois après son arrivée à New Bell, Kwame mit le rituel en pratique. Une nuit sans lune, alors que la prison était plongée dans un silence oppressant, il traça des motifs dans la poussière de sa cellule, utilisant un morceau de charbon qu'il avait subtilisé. Il murmura les incantations, sentant une chaleur monter en lui, comme si son sang vibrait au rythme d'un tambour lointain. Les ombres sur les murs semblèrent s'animer, ondulant comme des serpents de fumée. Puis, un craquement résonna, léger mais distinct. La serrure de sa cellule s'ouvrit d'elle-même, sans clé, sans force physique. Les gardiens, endormis ou distraits, ne remarquèrent rien. Kwame glissa hors de sa cellule, traversa les couloirs sombres comme un fantôme, et s'évanouit dans les rues de Douala, laissant derrière lui une prison en émoi. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les vendeurs du marché Sandaga chuchotaient son nom entre deux transactions, les chauffeurs de taxi en faisaient une chanson, et les enfants des quartiers populaires, avec leurs pieds nus et leurs rires éclatants, dessinaient le visage de Kwame sur les murs en parpaing, le représentant comme un héros aux yeux perçants, une amulette autour du cou. Mais pour les autorités, Kwame était une menace,
un défi à leur pouvoir. Chamba, furieux, offrit une récompense pour sa capture, jurant de le briser. Une mission plus grande que personne ne savait, hormis Kwame lui-même, c'était que ces évasions n'étaient pas des actes de bravade ou de défis gratuits. Elles étaient guidées par un but plus profond, retrouver sa jeune sœur, Amina, enlevée par les hommes de Chamba pour le faire piller. Amina, 16 ans, était la lumière de sa vie. Elle avait les mêmes yeux pétillants que leur mère, un rire qui pouvait chasser les ténèbres, et un rêve simple mais puissant, devenir enseignante pour transmettre les histoires et les savoirs de leur peuple. Lorsque Kwame avait été arrêté, Chamba avait vu en Amina un moyen de pression. Ces hommes l'avaient arraché à leur village, l'emmenant dans un lieu inconnu, loin des collines verdoyantes du pays Bamileke. Chaque évasion rapprochait Kwame d'Amina, mais chaque rituel du Ndende le rapprochait aussi d'un danger qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Mama Yeye l'avait averti, chaque connexion avec le MBO demandait un tribut, une part de son énergie vitale. Après New Bell, Kwame fut capturé à nouveau, cette fois à Yaoundé, où il fut enfermé dans la prison de Kondangui, un établissement encore plus sécurisé. Les murs y étaient plus épais, les gardiens plus vigilants, et pourtant, 6 semaines plus tard, Kwame s'échappa à nouveau. Cette fois, les gardiens jurèrent avoir entendu un chant étrange, comme un chœur de voix venue d'ailleurs, juste avant que la porte de sa cellule ne s'ouvre. À Douala, les rumeurs enflaient. Certains disaient que Kwame avait conclu un pacte avec un djinn des forêts du Mont Coupé, un esprit ancien qui lui prêtait son pouvoir en échange de sa loyauté. D'autres croyaient qu'il portait une amulette forgée par Mama Yeye, imprégnée de l'essence des ancêtres. Les plus sceptiques, souvent des fonctionnaires ou des élites urbaines, le décrivaient comme un illusionniste, un maître de la ruse capable de manipuler les esprits faibles. Mais la vérité était plus complexe, plus intime. Kwame ne cherchait pas la gloire, il cherchait Amina, et chaque évasion était un pas vers elle, un cri silencieux à travers le MBO pour la retrouver. Une alliance dans la ville et après son évasion de Kondangui, Kwame trouva refuge dans les ruelles animées de Bonanjo, le cœur historique de Douala. Là, les néons des bars clignotaient comme des lucioles, les odeurs de poissons grillés et de plantains frits emplissaient l'air, et les pêcheurs rentraient au port avec leurs filets gorgés de prises. Dans ce quartier où la vie ne s'arrêtait jamais, Kwame retrouva un vieil ami, Samba, un batteur traditionnel dont les dreadlocks ornés de perles colorées dansaient au rythme de ses mouvements. Samba était plus qu'un musicien, il était un gardien des traditions, un homme qui jouait lors des cérémonies pour invoquer les esprits, ses tambours racontant des histoires que les mots ne pouvaient capturer. Samba accueillit Kwame dans sa petite maison aux murs peints de motifs géométriques, un havre de paix au milieu du chaos de la ville. « Tu es devenu une légende, mon frère », dit Samba avec un sourire malicieux, en lui tendant une calebasse de vin de palme. Mais les légendes meurent si elles ne sont pas prudentes. Kwame, les traits tirés par l'épuisement, lui raconta tout, l'enlèvement d'Amina, les évasions, le Ndende aigu. Samba hocha la tête, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Tu as besoin de plus qu'un rituel pour trouver ta sœur, dit-il. Tu as besoin de la danse des ombres. La danse des ombres était une cérémonie rare, pratiquée seulement sous la pleine lune, où les vivants pouvaient communier avec les esprits pour obtenir des réponses. Elle exigeait un lieu sacré, des tambours, et une foi absolue. Samba connaissait une clairière près de la rivière Ouri, un endroit où les anciens disaient que le voile entre les mondes était mince. Mais sois prêt, avertit Samba. Les esprits ne parlent pas toujours clairement, et parfois, ils montrent des vérités que tu ne veux pas voir. La danse des ombres la nuit de la pleine lune, la ville semblait retenir son souffle. Les rues de Douala, d'ordinaire bruyantes, étaient étrangement calmes, comme si le monde savait qu'un événement sacré allait se produire. Kwame et Samba se rendirent à la clairière, un lieu entouré de manguiers et de palmiers, où la rivière Ouri scintillait sous la lumière argentée. Samba installa ses tambours, des instruments sculptés dans du bois d'ébène, leurs peaux tendues vibrant sous ses doigts experts. Kwame, tenant l'amulette de sa mère, un pendentif en forme de soleil, gravé de symboles Bamileke s'assit au centre de la clairière, le cœur battant. Samba commença à jouer, un rythme lent et profond qui semblait faire trembler la terre elle-même. Les sons s'élevaient, lourds, hypnotiques, comme une conversation avec l'invisible. Kwame ferma les yeux, laissant les vibrations le guider. Il murmura les prières du Ndende aigu, sentant une chaleur familière envahir son corps. Puis, soudain, une vision surgit, claire et nette comme un rêve éveillé. Il vit Amina, ses cheveux tressés ornés de perles, assise dans une pièce au mur rouge, entourée de manguiers. Elle semblait faible, mais ses yeux brillaient d'espoir, comme si elle savait qu'il venait pour elle. La vision s'élargit, révélant une maison isolée dans les collines de Bouéa, un lieu où les nuages s'accrochaient aux pentes verdoyantes, mais alors que la vision s'intensifiait, une ombre menaçante apparut.
Un homme se tenait dans l'obscurité, son visage à moitié éclairé par la lueur d'une lampe à pétrole. C'était Chamba, mais il n'était pas seul. Dans sa main, il tenait un couteau rituel, sa lame gravée de symboles étranges. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, comme s'il était lui aussi connecté au MBO. La vision s'effaça brusquement, laissant Kwame tremblant, le souffle court. Samba cessa de jouer, ses mains posées sur les tambours. « Qu'as-tu vu » demanda-t-il. Kwame raconta sa vision, la maison rouge, Amina, et Chamba. Samba fronça les sourcils. « Chamba n'est pas un simple homme d'affaires, murmura-t-il. J'ai entendu des rumeurs dans les cercles des initiés. Il a été formé aux arts du MBO il y a longtemps, mais il a trahi les anciens, utilisant les rituels pour son propre pouvoir. Il est dangereux, Kwame. S'il t'a vu dans le MBO, il sait que tu viens. » Ce fut un choc pour Kwame. Chamba, un initié déchu. Cela expliquait pourquoi il semblait toujours anticiper ses mouvements, pourquoi les prisons, malgré leurs barreaux renforcés, ne pouvaient le retenir longtemps. Leur lutte n'était pas seulement physique ou politique, c'était un duel spirituel, une bataille dans le monde invisible où les règles étaient floues et les enjeux mortels. Kwame comprit que retrouver Amina ne serait pas seulement une question de rude ou de courage, mais un affrontement avec un adversaire qui connaissait les secrets du MBO aussi bien que lui, sinon mieux. Samba lui donna un avertissement solennel, si tu affrontes Chamba dans le MBO, tu risques de perdre plus que ta liberté. Les esprits ne pardonnent pas ceux qui abusent de leur pouvoir. Mais Kwame n'avait pas le choix. Amina était tout ce qui lui restait, le dernier lien avec sa famille, avec les rêves qu'ils avaient partagés sous le grand manguier de leur village. Il jura de la ramener, quel qu'en soit le prix. Avec l'aide de Samba, Kwame prépara son voyage vers Buea. Il se procura des vêtements discrets, une chemise usée et un pantalon kaki, et un vieux vélo pour traverser les routes poussiéreuses qui menaient aux collines. Samba lui donna aussi une nouvelle amulette, un petit sachet de cuir contenant des herbes sacrées et une plume d'oiseau de nuit, censée protéger contre les maléfices. Que les ancêtres te guident, murmura Samba en le serrant dans ses bras. Le trajet jusqu'à Buea fut ardu. Les routes, souvent boueuses à cause des pluies récentes, serpentaient à travers des plantations de bananes et des forêts denses où les singes criaient dans les hauteurs. Kwame pédalait sous un soleil brûlant, puis sous des averses soudaines qui transformaient la terre en un tapis glissant. Chaque kilomètre le rapprochait d'Amina, mais aussi de Chamba, et il sentait une tension croissante, comme si le MBO lui-même observait ses pas. À Buea, la ville nichée au pied du mont Cameroun, l'air était plus frais, chargé de l'odeur des pins et des fleurs sauvages. Les collines, couvertes de brume, donnaient à l'endroit une aura mystique, comme si les esprits des anciens y résidaient encore. Kwame repéra la maison aux murs rouges, exactement comme dans sa vision, isolée au bout d'un chemin de terre, entourée de manguiers dont les fruits mûrs jonchaient le sol. La maison semblait banale de l'extérieur, mais une énergie pesante émanait d'elle, comme un avertissement. Kwame attendit la nuit, tapi dans l'ombre des manguiers. La pluie recommença à tomber, un déluge qui masquait ses mouvements. Il s'infiltra dans la maison, évitant les gardes avec une agilité presque surnaturelle, guidé par une intuition qu'il ne pouvait expliquer. À l'intérieur, l'odeur de l'encens et de l'huile de palme emplissait l'air, et des symboles étranges étaient peints sur les murs. Kwame trouva Amina dans une pièce à l'étage, attachée à une chaise, ses yeux écarquillés de peur et d'espoir lorsqu'elle le vit. « Kwame » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Il coupa ses liens avec un couteau qu'il avait pris à un garde endormi, et ils s'enlacèrent, les larmes d'Amina mouillant sa chemise. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Chamba, vêtu d'une tunique noire, tenait son couteau rituel, sa lame luisant sous la lumière d'une lampe à pétrole. « Tu es tenace, Kwame » dit-il d'une voix grave. « Mais tu ne peux pas défier le MBO et espérer en sortir indemne. » Kwame sentit une vague de froid l'envahir, comme si l'air lui-même se chargeait d'une énergie malveillante. Chamba leva son couteau, murmurant des incantations dans une langue ancienne, et les ombres dans la pièce semblèrent prendre vie, s'enroulant autour de Kwame comme des chaînes. Invisible, dans un ultime acte de désespoir, Kwame serra l'amulette de sa mère et invoqua le Ngen aigu une dernière fois. Mais cette fois, il ne demanda pas la fuite. Il offrit sa propre force vitale aux esprits, implorant leur protection pour Amina. Une lumière aveuglante jaillit de l'amulette, emplissant la pièce d'une chaleur incandescente. Les ombres hurlèrent, comme si elles étaient brûlées par cette lumière, et Chamba s'effondra, son couteau tombant au sol avec un bruit métallique. Les incantations cessèrent, et un silence profond envahit la maison. Kwame et Amina s'enfuirent sous la pluie, courant à travers les collines jusqu'à atteindre un village voisin. Là, ils trouvèrent refuge chez une vieille femme qui reconnut Kwame et lui offrit un abri. Mais Kwame savait que son temps était compté. Le rituel final avait drainé presque toute son énergie.
Ses mains tremblaient, sa vue se brouillait, et il sentait son lien avec le monde visible s'effilocher, comme un fil usé. Dans une clairière, sous un ciel étoilé, il confia Amina à Samba, qui les avait rejoints après avoir entendu parler de leur fuite. Prends soin d'elle, murmura Kwame, sa voix faible mais résolue. Dis à notre peuple de ne jamais oublier nos traditions. Elles sont notre mémoire, notre force. Apprends à Amina ce que Mama Yeye m'a appris. Amina pleurait, s'accrochant à lui, mais Kwame lui sourit, caressant ses cheveux. Tu seras libre, petite sœur. Vis pour nous deux. Sous les yeux d'Amina et de Samba, Kwame s'éloigna dans la nuit, son corps semblant se fondre dans l'obscurité. Certains disent qu'il devint un esprit, un gardien errant veillant sur les terres sacrées. D'autres affirment qu'il vit encore, caché quelque part, attendant le moment de revenir. Mais sa légende grandit, portée par les chansons des griots, les dessins des enfants, et les murmures des marchés. À Douala, Ouéa, et au-delà, l'histoire de Kwame inspira un renouveau. Les gens commencèrent à organiser des cérémonies pour honorer leurs ancêtres, à planter des arbres sur les terres sacrées, à enseigner aux jeunes les danses et les récits de leurs aînés. Amina, sous la tutelle de Samba, devint une enseignante, comme elle l'avait toujours rêvé, partageant les leçons de son frère et de sa mère. La morale de cette histoire était claire, l'amour pour sa famille et le respect des traditions sont des forces puissantes, capables de défier même les injustices les plus cruelles. Mais ces forces ont un coût, et il faut les utiliser avec sagesse, en harmonie avec le monde qui nous entoure. Les murs des prisons ne retinrent jamais Kwame, mais son sacrifice rappela à tous que la véritable liberté réside dans la connexion avec ceux qu'on aime et avec les racines qui nous portent. Son histoire devint un appel à se souvenir, à se battre, et à ne jamais abandonner les liens qui font de nous un peuple. Si cette épopée vous a transporté dans les rues vibrantes de Douala et les mystères du MBO, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent l'amour, la culture, et la résilience. Ensemble, honorons nos racines et partageons des histoires qui inspirent.